Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Quelle est la situation actuelle de la RDC à la CPI? Tel était le sujet qui a fait l'objet d'une matinée de partage entre le chargé de la sensibilisation de la CPI et la presse ce vendredi 7 juin au centre CEPAS à Gombe. Les jeunes Congolais appelés à prendre part massivement aux élections locales et municipale. L'appel est de l'espace interplateforme de la jeunesse et IPJ qui attend également la composition du gouvernement avec la participation des jeunes. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les examens nationaux de fin d'études primaires ont pris fin ce vendredi 7 juin sur toute l'étendue de la RDC. Durant 2 jours, environ 1 493 547 finalistes du cycle primaire ont été évalués sur plusieurs matières, notamment le français, la culture générale, la mathématique et la science. Dans le district de Tchangou, le bourgmestre adjoint Jean-Claude Makwanza avait fait la ronde de quelques centres, question d'encourager les finalistes. À l'EPC Banabakintou, l'école Les Ambassadeurs et l'école Kazi, les directeurs et enseignants de ces établissements scolaires affirme que les épreuves se sont déroulées normalement, tout en soulignant l'importance de cette épreuve. Ces épreuves ici déterminent définitivement leur sortie de l'école primaire pour bien faire un bon pas à l'école secondaire. Donc c'est pour nous une joie. Les examens se déroulent très bien. Le chef de centre qu'on a affrété dans mon école a été à l'hôtel avec son staff. Il n'y a pas un incident à signaler. Je suis très content, très ravi même, fier de mes enfants parce que ce qu'ils ont fait leurs impressions après les tests, je crois que nous sommes dans le bon, au-delà même. De leur côté, les finalistes n'ont pas manqué de mots. L'examen de français qu'on a fait hier, c'était très bien passé, c'était trop facile. Mais aujourd'hui, il y a une question là qui m'a compliqué. Nous avons eu le français, c'était très facile. Aujourd'hui, le maths m'a un peu compliqué, mais je suis sûre que je vais réussir. Par ailleurs, les 12 484 finalistes des sous-divisions de Béni, Butembo et Nord Kivu n'ont pas présenté ces examens pour motif le réaménagement du calendrier scolaire dans cette zone suite à la maladie à virus Ebola. Une session spéciale leur sera organisée très prochainement. Cour pénale internationale, le chargé de sensibilisation en République démocratique du Congo, Patrick Chiboui, a tenu à partager avec la presse quelques points sur le fonctionnement de cette cour. C'était ce vendredi 7 juin au centre CEPAS à Gombe. Cette session d'information qui a été organisée en partenariat avec JDH à l'intention des journalistes membres de JDH avait pour objectif de pouvoir expliquer d'une part le travail de la Cour pénale internationale dans le cadre de la manière dont elle est organisée, la manière dont elle fonctionne également. Donc d'une part une introduction générale de l'organisation du fonctionnement de la Cour pénale internationale. Dans une seconde partie, nous avons eu également à présenter un peu la situation des affaires concernant la RDC, la République démocratique du Congo, devant la Cour pénale internationale. L'acquittement des différents politiciens africains par cette cour et le seul dossier de la RDC présentement à la CPI ont fait également l'objet de cet échange entre le chargé de sensibilisation de la CPI et la presse. Ce qu'il faut retenir dans la situation en RDC en ce qui concerne les affaires, on a eu à rappeler que Thomas Lubanga est en train de purger sa peine ici en RDC et que dans cette affaire, nous sommes en phase de réparation. En ce qui concerne Germain Katanga, on a eu à rappeler que là également, on est en phase de réparation
Germain Katanga a eu à purger sa peine en RDC et par rapport à la Cour pénale internationale, donc il a eu à purger la peine pour laquelle il a été condamné par la Cour pénale internationale. Et nous avons également rappelé que l'affaire Mathieu Ngudjolo a été acquittée et cet acquittement avait été confirmé par la Chambre d'appel. Et concernant la demande d'indemnisation de Jean-Pierre Bemba Gombo, la Cour pénale internationale est en attente de la décision des juges, a précisé Patrick Tchibouye. Les élections locales et municipales en République démocratique du Congo, les jeunes Congolais appelés à prendre part massivement l'appel et de l'espace interplateforme de la jeunesse EIPJ dans une tribune d'expression populaire organisée ce vendredi 7 juin au Conseil national de la jeunesse. Pour Alain Banza du mouvement de jeunes pour le développement des municipalités, l'État congolais doit donner aussi l'occasion à la jeunesse. Au niveau des municipalités, nous avons des jeunes aussi compétents qui peuvent à leur niveau aussi quand même briguer de postes de responsabilité. Et pourquoi ne pas aussi donner l'occasion à la jeunesse de prendre une part active à la gestion du pays? C'est une façon de pouvoir préparer la relève, n'est-ce pas, de notre pays. Il était important de conscientiser les jeunes au cours de cette TEP sur les élections locales et municipales, précise Don Okoma Onyumbe, coordonnateur de l'EIPG. Il était important que nous puissions conscientiser cette jeunesse, représentée ici par beaucoup de structures. Et on a voulu également dire à cette jeunesse que nous sommes restés dans notre logique de ces plaidoyers que nous avons lancés depuis un certain temps, celui de la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. La composition du gouvernement congolais est aussi attendue par la jeunesse. Nous voulons que des jeunes puissent remplacer parce que la jeunesse a de l'énergie. Nous ne voulons plus être toujours des marchepieds de ses aînés. Donc voilà pourquoi nous continuons à les dire qu'aujourd'hui, nous attendons ce gouvernement, que nous voulons bien voir des jeunes au sein de ce gouvernement. Et nous rappelons toujours ce ministère de la jeunesse que nous voulons être un ministère dirigé par un jeune. Cependant, l'EIPJ salue la décision du Premier ministre, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, celle de travailler avec les jeunes. Nous lui disons qu'il aura notre soutien une fois qu'il cherchera à travailler avec les jeunes. Nous devons investir dans la jeunesse ainsi pour le développement du pays. En marge de la journée internationale des enfants soldats qui se tient tout le 10 juin de l'année, l'UNICEF a organisé ce vendredi 7 juin une matinée de briefing et de sensibilisation à l'intention de journalistes autour du thème Action humanitaire et le droit de l'enfant avant tout. Durant les échanges, Nicolas Temwanengu, administrateur aux urgences de l'UNICEF, est revenu sur les prévisions et le nombre de personnes qui seront affectées cette année par la crise humanitaire. De ces chiffres, l'UNICEF ne pourra cibler que 4,3 millions sur le 5,6 millions d'enfants de moins de 18 ans qui seront affectés. Pour 2019, la communauté humanitaire a prévu que 12,8 millions de personnes seront affectées par les situations humanitaires en RDC. Ça, c'est la communauté humanitaire. C'est OCHA qui fait des études et qui nous donne ces chiffres-là. Nous, UNICEF, nous disons sur les 5,6, nous allons chercher l'argent pour venir en aide à 4,3 millions de ces enfants-là. Ça, c'est notre cible pour 2019. Ce qui revient à dire que pour réussir et atteindre ces enfants nécessiteux, l'UNICEF doit mener des plaidoyers pour réunir les fonds nécessaires, a-t-il souligné. Pour répondre et atteindre ces enfants-là, atteindre ces chiffres-là de 4,3 millions, combien d'argent nous aurons besoin? Nous faisons aussi la planification sur l'argent que nous devons avoir. Nous devons faire le plaidoyer pour collecter les fonds pour venir en aide à ces enfants-là. En guise de rappel, l'UNICEF a atteint l'année dernière près de 828 000 enfants dans ses actions humanitaires, soit par la vaccination ou soit par la réinsertion et autres activités. À l'initiative du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume, en collaboration avec les éditions Elonja,
l'Institut français a accueilli le 5 juin une matinée littéraire autour du roman Les départs du professeur Ghislain Tshikendwa qui met en exergue le travail effectué par les agriculteurs. L'objectif de cette journée était d'encourager les auteurs congolais à sensibiliser la population à la protection de l'environnement à travers leur production littéraire, avait précisé le poète Aris Kassongo, président du mouvement littéraire Le Révolté de la Plume. La conseillère du chef de l'État chargée de questions juridiques, le professeur Nicole Boacha, avait rassuré l'assistance que les questions environnementales tiennent à cœur le président Félix Tshisekedi. En même temps, elle a témoigné sur l'auteur. L'environnement reste un thème très important et qu'il faut absolument s'en approprier. Parce que tel que le monde tourne, tel que la planète tourne, on voit ça et là que effectivement les problèmes d'environnement sont une réalité. Et il est temps de s'en saisir. Le roman que nous avons lu, évidemment, c'est une fiction, mais c'est pas si loin de la réalité parce que notre Milano, dont c'est le héros, est en train de chercher une vérité, imagée par un éléphant qui est dans son imaginaire, mais qui, dans son rêve d'enfant, il pense que c'est vrai. Mais en grandissant, il s'aperçoit que finalement, cet éléphant était une image pour expliquer qu'on peut aller à l'essentiel. Mais l'essentiel dans le contexte du livre, c'était quoi? C'est maîtriser l'environnement, maîtriser la nature. À la fin, l'auteur du roman Ghislain Tshikendwa a placé un mot. Le roman en lui-même prône, si vous voulez, une agriculture écologique. Le roman encourage les paysans et tout le monde à s'occuper de l'agriculture comme source de notre vie. Le Révolté de la Plume est un mouvement qui regroupe les journalistes, écrivains et autres amoureux de la culture littéraire. Il s'active aussi pour la promotion de la francophonie en République démocratique du Congo. Le membre du Conseil national des églises communautaires catholiques et orthodoxes, en collaboration avec la société civile ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, se sont réunis le 6 juin 2019 au centre Carter à la Gombe autour du thème « La nécessité de la redynamisation de la société civile pour un cadre fédérateur incluant l'unité dans la diversité ». Une activité qui a connu d'autres sous-thèmes avec différents intervenants, à l'issue duquel des recommandations ont été formulées qui ont sanctionné la fin de cette activité. L'unité de la société civile doit se réaliser dans l'esprit de l'humilité. Nous devons nous accepter les uns les autres pour l'intérêt du peuple congolais, malgré les failles que d'autres confessions religieuses et leaders de la société civile avaient commis au détriment des autres. Nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de penser à créer un ministère de lutte contre la corruption pour finir au désastre fléau qui détruit notre pays. La démocratie et l'état de droit doivent être respectés par changement des lois et surtout la loi organique de la CENI. Toutes les institutions d'appui à la démocratie doivent être gérées que par les associations de la société civile et confessions religieuses, sans les politiques. Celui qui doit remplacer Corneille Nangaa ne doit pas venir de la société civile de Cash, ni de FCC, mais de l'unité de tous les leaders de la société civile et des confessions religieuses en consensus. La politique reste aux politiciens. Les institutions d'appui à la démocratie restent à la société civile. Au Premier ministre, nous vous demandons de ne pas réserver un ministère du gouvernement aux leaders de la société civile, car nous, évêques membres du Conseil national des églises communautaires coptes, catholiques, orthodoxes et des associations de la société civile, nous allons bloquer cette nomination. Pour le membre du Conseil national des églises communautaires catholiques et orthodoxes, la politique doit rester aux politiciens. Le notable de 4 espaces linguistiques de la RDC, réunis au sein de l'ASBEL Congo Uni,
viennent de lancer une pétition contre la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo devant relier Kinshasa à Brazzaville. Nous, notables, citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo, de 4 espaces linguistiques, à savoir espace de Bangala, espace de Baswahili, espace de Bakongo et espace du Grand Kassai, prenons en âme et conscience la responsabilité de déclarer ce qui suit. Nous exprimons au président de la République du Congo, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et à tous les députés nationaux, à tous les sénateurs, notre opposition farouche et catégorique au projet de construction en 2020 sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Kinshasa à Brazzaville. Pour ce notable, il faut d'abord construire un pont en eau profonde de Banana. Nous invitons le gouvernement à programmer la construction du pont en eau profonde de Banana, dont les études existent déjà, mais qui n'attendent que le financement dans l'état actuel des choses. L'érection de ce pont sur le fleuve Congo ne profiterait qu'au port de Pointe-Noire de Congo-Brazzaville et ne ferait qu'asphyxier notre économie en rendant inutiles nos ports de Matadi et de Boma. Cependant, le notable demande aux députés nationaux et sénateurs de s'abstenir de voter une quelconque loi ratifiant un accord de financement de ce projet de pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, car cela entraînerait le malheur de l'économie de la RD Congo en général et de la province du Congo central en particulier, avec comme conséquence la paupérisation et l'exacerbation de la misère de la population de notre pays et de celle de la province côtière en particulier. Un financement global à hauteur de 502 millions de dollars américains vient d'être approuvé par la Banque mondiale en faveur du projet multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Jean-Christophe Carré, qui l'a annoncé ce vendredi 7 juin au cours d'un point de presse organisé au siège de cette institution à Gombe. Ce projet en faveur de la nutrition vise les régions où les besoins sont importants et les plus ambitieux, mais jamais financés par la Banque mondiale dans un pays comme la RDC, où 6 millions d'enfants souffrent encore de malnutrition. La lutte contre les retards de croissance est à la fois un engagement de long terme et les meilleurs investissements que les autorités puissent consentir. Pour ce faire, 9 provinces sont identifiées pour bénéficier de ce projet, mais après étude, 4 seulement ont été choisies pour la matérialisation, à savoir les provinces de Kwilu, Kasaï, Kasaï central et Sud Kivu. En République démocratique du Congo, 45% d'enfants décèdent avant leur 5e anniversaire, faute notamment de nutrition adaptée. Le projet entend réduire la prévalence des retards de croissance, fournir des services communautaires et primaires ainsi que des soins de santé. Les informations que nous avons et dont vous avez probablement entendu parler est que ce fléau, on peut parler de fléau, est très répandu dans le pays puisqu'il touche à peu près 43% des enfants. Donc presque la moitié des enfants font face à des problèmes plus ou moins sévères de malnutrition. Et si on regarde en nombre absolu, ce 43%, ça fait 6 millions d'enfants qui sont atteints de ce problème. Et alors, c'est d'autant plus, si vous voulez, compliqué. Il y a plus d'enfants aujourd'hui malnutris en RDC qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Ça a à peu près augmenté de 50%. Et ça, c'est à cause d'un autre problème sur lequel on reviendra peut-être, c'est la très grande fertilité, le taux de fertilité très important, qui est d'environ 7 enfants par femme. Donc voilà un problème très sérieux qui affecte les enfants et qui ne cesse de grandir sous l'impulsion de la croissance démographique. Donc on a considéré, en accord avec les autorités et en discussion avec eux,
que c'était quelque chose sur lequel il fallait agir rapidement et à l'échelle. D'où le fait que ce projet sera financé par à la fois un don et un crédit de 500 millions de dollars. C'est la première fois qu'on fait un projet aussi important en RDC. Il faut aussi signaler que ce projet contribuera à renforcer la production de ces futurs adultes. Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale, nous fait le point. On s'intéresse à ces secteurs, on s'y est toujours intéressé, mais disons qu'on a une attention renouvelée sur les secteurs dits sociaux, éducation, santé et protection sociale, parce qu'on a maintenant la certitude que l'investissement dans la santé, dans l'éducation, et donc la qualité du capital humain sont absolument déterminants dans la croissance future d'un pays, et qu'un pays ne doit pas seulement penser à investir dans ses infrastructures ou exploiter ses ressources naturelles. En vérité, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est essentiel pour le développement d'un pays, ce sont les gens, et qu'il faut investir dans les gens, et ça commence, et c'est pour ça qu'on parle de nutrition ce matin, dès la petite enfance, dès les 1000 premiers jours. Notons que parmi les points inscrits, la Banque mondiale a tenu à informer qu'elle va mettre l'homme au centre de ses prérogatives, en lieu et place de s'occuper des infrastructures. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.